Bonsoir, c'est Daniel Tanuro pour la gauche anticapitaliste. Je vais parler de la pandémie, du capitalisme et du climat. Je vais parler une petite vingtaine de minutes, après quoi vous pourrez poser des questions auxquelles je m'efforcerai de répondre, mais vous ne pourrez pas intervenir oralement. Premier point, c'est que cette pandémie est un véritable événement avec E majuscule, un événement historique. Il y aura un avant et un après à l'échelle mondiale. Pas tellement à cause du nombre de victimes, même s'il est important, il est tout de même nettement inférieur au nombre de victimes de la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale, qui était près de 20 millions, on en est loin aujourd'hui. Ce qui rend l'événement, qui donne à l'événement une portée historique, c'est que la machine capitaliste à profit est arrêtée ou quasi arrêtée à l'échelle mondiale. Parce qu'il y a une petite chose qui n'est même pas un animal, qui est un virus, qui est à peine une forme du vivant, qui détraque toute la machine, qui menace la santé des gens. Il faut donc protéger la vie, il faut protéger les malades, il faut les soigner, il faut protéger aussi la main-d'œuvre pour l'économie capitaliste. Et cette crise très très profonde intervient dans un contexte particulier. Elle intervient au moment où le capitalisme avait commencé une récession. Déjà en 2019, cette récession avait commencé et l'épidémie, la pandémie, l'amplifie de façon absolument extraordinaire. Alors, je voudrais attirer l'attention sur un point, c'est que cette situation déplace, pour ainsi dire, le focus médiatique et politique. En temps normal, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de la croissance du PIB, on nous parle de la balance des paiements, on nous parle de l'inflation, du taux de change, du taux d'intérêt, etc. Tous des indicateurs abstraits de l'accumulation du profit capitaliste, de l'accumulation de valeurs abstraites. Et aujourd'hui, à la faveur de cette pandémie, le focus est tout à fait différent. L'attention politique et médiatique et associative même est focalisée complètement sur le travail des infirmiers et des infirmières, leur surcharge, sur les malades qui meurent, les malades qui guérissent, sur le travail des éboueurs ou des personnels dans les magasins d'alimentation, le sort des personnes confinées, des non confinées, etc. En résumé, en temps normal, on nous parle de l'abstraction de la non-vie, et maintenant, dans cette épidémie, on nous parle de la vie et de la mort, c'est-à-dire du vivant. Il y a là un changement très, très important au niveau de l'idéologie, l'ambiance idéologique générale, sur lequel je reviendrai en conclusion de l'introduction. Deuxièmement, l'épidémie. Mais cette épidémie n'est pas une régression vers les épidémies des temps anciens, ce n'est pas un retour vers la peste noire du Moyen Âge, par exemple, c'est tout autre chose. Il y a plusieurs décennies que se multiplient des viroses d'un type particulier. On a connu le sida d'abord, puis le Zika, puis la peste porcine, la peste aviaire, le chikungunya, le SRAS-1 en 2002, maintenant le SRAS-CoV-2. Et toutes ces viroses ont pour particularité qu'elles naissent dans des environnements naturels détraqués, agressés, ou dans des élevages industriels. Ce sont ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire que le virus qui vit chez des animaux saute la barrière des espèces et contamine notre espèce Homo sapiens. Il y a donc une origine de ces épidémies qui est tout à fait nouvelle, qui est tout à fait spécifique par rapport aux épidémies du passé. Et le mode de diffusion de l'épidémie est également très particulier. L'épidémie va très vite, elle est très vite mondiale. Les épidémies du passé n'étaient jamais mondiales, elles étaient continentales et elles se diffusent grâce évidemment aux moyens de communication modernes, en particulier au transport aérien. Et elles se diffusent d'autant plus vite que l'humanité est regroupée dans des énormes cités, des mégapoles comme Wuhan elle-même, qui est une ville en Chine de plusieurs millions d'habitants. Et ces deux facteurs-là, l'origine particulière du virus et son mode de diffusion particulier, signifient qu'on n'a pas des virus archaïques, on n'a pas des épidémies archaïques. On a au contraire, pour parler comme Bruno Latour, des épidémies modernes, des épidémies de l'Anthropocène. Troisième point, de l'Anthropocène, pardon. Troisième point,
il ne s'agit pas seulement d'une crise sanitaire. Il y a évidemment un aspect de crise sanitaire qui est aigu et très important, mais cette crise sanitaire fait partie en fait d'une crise écologique et sociale beaucoup plus vaste. Vous savez qu'il y a des scientifiques qui, depuis quelques années, au début des années 2000, se sont mis à étudier ce qu'on appelle la grande accélération et le changement global. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait 9 paramètres de la soutenabilité de l'existence humaine sur cette Terre. J'essaye de les citer sans en oublier. Le changement climatique d'abord, le déclin de la biodiversité, les ressources en eau douce, la pollution chimique, la pollution atmosphérique aux particules fines, l'état de la couche d'ozone, l'état des cycles de l'azote et du phosphore, l'acidification des océans, et les sols, l'occupation des sols. Et en conclusion de leur rapport qu'ils ont remis en 2015, ces scientifiques ont estimé que les seuils de soutenabilité ou les plafonds de soutenabilité étaient franchis pour 4 de ces paramètres qui sont le climat, on est dans une situation de déséquilibre du système climatique, les sols, l'azote et la biodiversité. Pour s'exprimer en langage biblique, on pourrait dire que ces 4 paramètres sont aujourd'hui les cavaliers de l'apocalypse de l'Anthropocène. Et la pandémie que nous sommes en train de vivre nous envoie un message. Elle nous signale que ce quatuor de cavaliers est rejoint par un 5e cavalier de l'apocalypse qui est aujourd'hui le risque épidémique. Alors, le 4e point, c'est que ce risque épidémique ne tombe pas du ciel. C'est une menace connue. C'est parce que nous avons la chance aujourd'hui de bénéficier d'un progrès des sciences qui est absolument extraordinaire, avec des capacités d'anticipation qui sont magnifiques. Et les scientifiques ont prévenu. Ils ont prévenu du risque, pas d'une épidémie en général, mais même très précisément, ils ont prévenu du risque d'une épidémie de ce type-là. Après l'épidémie du SRAS, qui était déjà un coronavirus en 2002, une série de scientifiques sont arrivés à ces conclusions et elles ont été traduites dans des rapports officiels. Il y a par exemple eu 2 rapports à l'Assemblée nationale française qui pointaient la grande probabilité qu'on voit se répéter dans le futur une nouvelle épidémie comme celle du SRAS provoquée par une zoonose, un virus qui saute la barrière des espèces, qui est d'origine animale, qui se répand dans l'espèce Homo sapiens. Et l'OMS elle-même, pas plus tard qu'en 2018, signalait qu'elle dressait une liste des menaces sanitaires qui pèsent sur le globe, avec une série d'agents pathogènes connus, et elle insérait dans cette liste une maladie X. Pourquoi ? Parce que l'OMS estimait probable qu'on voit apparaître un pathogène inconnu capable de provoquer une épidémie aux conséquences très graves, perturbation complète de la société à l'échelle mondiale, et l'OMS estimait probable que ce nouvel agent pathogène soit de nouveau du type coronavirus. On est donc dans un scénario qui est connu. On a exactement la même chose sur le changement climatique, en plus grave même, puisque il y a plus de 40 ans, près de 50 ans, que les spécialistes du climat tirent la sonnette d'alarme en disant si on continue à envoyer des gaz à effet de serre comme ça dans l'atmosphère, on va déséquilibrer complètement le système climatique et ça pourrait avoir des conséquences absolument dramatiques. Et là aussi, les gouvernements n'en tiennent absolument pas compte. Comme on sait, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, sauf maintenant avec la pandémie, elles se réduisent substantiellement. Le comble de la surdité ou de l'aveuglement des décideurs politiques, c'est que concernant la pandémie, en 2002, des chercheurs belges et français sont arrivés à la conclusion que les coronavirus constituent une catégorie très stable de virus et qu'il serait donc possible assez facilement de trouver un traitement qui serait valable non seulement pour le SRAS-1, mais aussi pour d'autres coronavirus qui viendraient après. Et ils estimaient le coût de ces recherches à 200 ou 300 millions d'euros. Il leur fallait évidemment des subsides publics et ils ne les ont pas obtenus.
et ils ne les ont pas obtenus. Pourquoi? Mais tout simplement parce que les gouvernements considèrent que la recherche sur les médicaments, ça appartient au big pharma, à l'industrie pharmaceutique, et que l'industrie pharmaceutique, elle ne fait pas des recherches pour le bien de l'humanité ou pour la santé publique, elle fait des recherches pour le profit. Il faut donc un marché et des clients solvables. Or, l'épidémie de SRAS était passée, il n'y avait donc plus de marché, plus de clients, donc on n'a pas fait la recherche. Donc on a là véritablement la marque de l'attitude politique des décideurs et des responsables économiques face aux grandes menaces écologiques dont la pandémie fait désormais partie. C'est cette incapacité de prendre en compte ce qui est connu et les avertissements qui leur sont lancés. Alors derrière cette surdité ou cet aveuglement, il y a une série de raisons, mais je crois les deux principales sont d'abord que les décideurs politiques sont complètement subordonnés à la dictature, aux diktats des impératifs capitalistes du profit à court terme, et ils ont le nez dans le guidon de cela. Et la deuxième raison, qui est plus idéologique, c'est qu'ils sont complètement intoxiqués eux-mêmes par l'idéologie du capitalisme et en particulier l'idéologie néolibérale. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les lois du marché sont plus fortes que les lois de la biologie pour le virus ou que les lois de la physique pour ce qui est du changement climatique. Ils considèrent que les lois de leur système économique sont des lois naturelles supérieures et considèrent que le marché va tout régler s'il y a un problème. Eh bien, on s'aperçoit maintenant que le marché ne règle pas tout et que si on s'imagine qu'on puisse commander des masques en Chine pour protéger les soignants chez nous, ben, si la Chine est bloquée à cause de la pandémie, il n'y a plus de masques et on ne protège pas les patients ni la population. C'est aussi simple que cela. Le cinquième point que je voudrais aborder, c'est la question de la gestion de la pandémie. Et le premier point à remarquer à cet égard, c'est que tous les politiques aujourd'hui sont obligés de se résoudre à cette gestion. Même ceux qui n'y croyaient pas, même ceux qui disaient ce n'est qu'une petite grippe, hein, les Trump, les Johnson, les Rutte, qui disaient on va laisser le virus se répandre et la société, la collectivité va être immunisée. Même ceux-là sont aujourd'hui obligés de battre machine arrière de façon précipitée pour une raison bien simple, qui est que ne rien faire, comme ils avaient commencé, c'était leur orientation au départ, pour la raison bien simple que ne rien faire coûtera plus cher. Non seulement coûtera plus cher financièrement au système capitaliste, mais leur coûtera aussi plus cher à eux électoralement. Et pour Trump, par exemple, ce n'est pas une considération mineure et sans intérêt. Donc, ils sont tous occupés à gérer cette épidémie et tous nous disent la même chose, c'est que c'est une question de bien commun, que nous devons tous être unis autour de nos dirigeants éclairés pour combattre le virus. Alors, il est bien évident que les consignes de sécurité qui sont données, il faut les respecter. Il faut rester confiné, il faut respecter la distanciation physique, je préfère l'appeler comme ça que sociale. Faire le contraire serait irresponsable. Mais respecter les consignes de sécurité ne veut pas dire qu'il faut se soumettre à la logique politique qui est derrière ces consignes. Et cette logique, c'est quoi? Cette logique, en fait, c'est une logique de classe, c'est une logique capitaliste pure et dure. La première priorité de cette logique, c'est de dire qu'il faut une politique de gestion de la pandémie qui réduit au minimum l'impact négatif sur le secteur productif, là où on fait du profit, ce qui est le cœur de l'économie capitaliste. Et c'est pour ça qu'on envoie des ouvriers au travail dans des usines qui ne sont pas de production essentielle. La deuxième priorité de cette gestion de la pandémie, c'est l'idée qu'il faut une gestion qui ne remet pas en cause les plans d'austérité successifs qui ont été imposés dans le secteur non productif, dans le secteur des services et notamment dans le secteur des soins, ce qu'on appelle la sphère de la reproduction sociale, d'où la surcharge de travail de tous les personnels dans ces secteurs. Et évidemment, la conclusion ou la condition pour que un équilibre soit possible, pour que l'équation puisse s'équilibrer, c'est qu'il faut mettre le couvercle sur toutes les activités sociales et culturelles ou personnelles différentes qui ne relèvent pas de ces catégories-là, d'où le lockdown et le confinement.
Et enfin, il y a une quatrième préoccupation, une préoccupation, je dirais, politique, qui s'ajoute à ces considérations-là. À savoir que tous les gouvernements, ou la plupart des gouvernements aujourd'hui dans le monde, sont confrontés à une terrible perte de légitimité, à une crise de légitimité. Les gens n'y croient plus, les gens veulent du changement, etc. Et la pandémie, de ce point de vue-là, leur offre une possibilité qui est de se présenter comme des hommes, des chefs de guerre, hein, comme on voit Macron à la télévision, des hommes forts qui vont affronter le mal et derrière lequel toute la nation doit s'unir parce que ce sont eux les chefs. Il y a donc véritablement des mécanismes de pouvoir fort qui s'instituent sous prétexte de lutte contre la pandémie. J'ai cité Macron, mais évidemment, le cas d'école, c'est Orban en Hongrie qui s'est carrément institué dictateur pour la gestion de l'épidémie. Alors, ça veut dire, pour ceux qui connaissent Michel Foucault, on est vraiment dans un scénario de biopolitique et de surveiller et punir. Et il y a là un sérieux avertissement parce que l'épidémie, évidemment, elle est grave, mais elle n'est rien en comparaison de ce que serait l'impact du changement climatique si on a véritablement une accélération brutale, un basculement vers un cataclysme climatique avec une montée du niveau des océans de 2 mètres ou 3 mètres. Mais la gestion de la pandémie nous donne une image de ce que serait la gestion capitaliste d'une situation de ce genre, une situation que les gouvernements n'auront évidemment pas vu venir et qu'ils seront obligés de gérer, de même que Trump aujourd'hui est obligé de gérer la pandémie. Et ils recourront à des moyens du même genre, priorité à la production et mettre sous le boisseau les libertés, la vie sociale, la vie culturelle et au nom de la lutte contre le fléau, s'accorder des pouvoirs spéciaux, créer un État fort. Le 6e point que je voudrais aborder, c'est celui de l'objectif stratégique de tout cela. L'objectif stratégique, il est évident, c'est de relancer la machine capitaliste qui commençait à tourner sur une patte et qui est maintenant complètement en panne du fait de la pandémie. Cette situation va déboucher sur une crise économique d'une très grande ampleur. Je ne vais pas développer cet aspect-là, ce n'est pas mon sujet, mais cette crise économique, elle va être pire que la crise de 2007-2008 avec la soi-disant crise financière. Et donc, pour affronter la situation, les gouvernements sont aujourd'hui obligés de lâcher du lest sur leur politique néolibérale. On a vu par exemple l'Union européenne qui met au frigo le pacte de stabilité budgétaire et ses objectifs de zéro dette et zéro déficit. Et ils sont même obligés d'aller plus loin. Ils sont obligés de mettre en cause non seulement un certain nombre de dogmes néolibéraux, mais même de mettre en cause un certain nombre de règles d'or du système capitaliste. Par exemple, la sacro-sainte liberté d'entreprendre pour les entreprises. On évoque des réquisitions, on évoque même des nationalisations, la justice pointe un gros doigt menaçant sur les entreprises qui ne respecteraient pas les normes de sécurité pour le personnel, etc. Autrement dit, on est dans une situation tellement grave que sauver le capitalisme, qu'il faut sauver le capitalisme mis en danger par le capital. Il faut sauver le capitalisme à l'insu du plein gré du capital, si vous voulez. Alors ça ne signifie absolument pas qu'il y a rupture ni avec le néolibéralisme, ni avec le capitalisme a fortiori, et au contraire, ce qui se prépare à travers tout ça, c'est une offensive de régression sociale de très, très, très grande ampleur à laquelle les classes populaires doivent se préparer à riposter, mais ce n'est pas mon sujet. Ce n'est pas mon sujet, donc je ne détaille pas cet aspect. Mon sujet, c'est l'impact écologique, et là, il est bien évident que cet objectif de relance de l'économie capitaliste est un objectif qui est très dangereux du point de vue écologiste. Alors, François Gemène, qui est membre du GIEC et qui est un des auteurs de l'anthologie de l'Anthropocène, éditée par Sciences Po à Paris, se multiplie des cartes blanches et des interviews pour dire que la crise du coronavirus est une catastrophe climatique. Il n'a pas tout à fait tort, mais il n'a pas raison. Il n'a pas tout à fait tort parce qu'effectivement, le discours qu'on va nous tenir, c'est un discours qui dira priorité à l'économie, priorité à la relance, et on prendra le prétexte de l'emploi, on dira priorité à la relance de l'emploi,
Donc il faut absolument rétablir la compétitivité des entreprises. Donc il faut donner du mou sur les objectifs climatiques ou remettre en cause les objectifs en matière de biodiversité, de protection de la biodiversité, ou assouplir des réglementations environnementales qui sont trop rigides, etc. Donc de ce point de vue-là, François Gemène a raison, mais il a tort parce que ce n'est pas la faute du coronavirus. Ce n'est pas non plus la faute de la crise du coronavirus. Au contraire, cette crise aujourd'hui, elle nous prouve qu'on pourrait réduire assez radicalement les émissions de CO2 d'environ 7% sur une base annuelle, à condition de produire moins et de transporter moins de marchandises sur la planète. Ce qui est en cause et ce qui est dangereux, ce n'est pas la crise du coronavirus, ce qui est dangereux, c'est la réponse capitaliste à la crise du coronavirus, et elle est d'autant plus dangereuse que cette réponse prend prétexte du coronavirus pour donner une réponse à la crise, à la récession qui avait commencé avant la crise du coronavirus, avant la pandémie. Donc on doit se préparer à une attaque très dure dans laquelle on mettra en balance, comme c'est très souvent le cas dans le système capitaliste, l'emploi d'une part et la défense de l'environnement d'autre part. Cependant, je pense qu'il y a une contradiction très 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 importante dans cette volonté d'offensive. Et cette contradiction, c'est que la volonté de relancer, de donner la priorité au capital et à sa rentabilité va entrer en contradiction assez frontale avec un sentiment qui existe, je crois, très largement dans les populations aujourd'hui, un sentiment qui est on a été trop loin avec l'économie, on a été trop loin avec les profits, on a oublié le social, on a oublié la santé, on a oublié les soins aux gens, il faut prendre soin des gens. Et je crois que cette contradiction représente un tournant, un obstacle absolument majeur pour l'offensive capitaliste que les gouvernements veulent mener. Parce que prendre soin, à la lumière de la crise de la pandémie, ça prend un contenu très concret aujourd'hui. Il s'agit d'éviter la répétition d'autres pandémies dans le futur, d'autres pandémies qui pourraient être plus graves et qui auraient cette même origine dans la destruction des écosystèmes naturels. Donc les conclusions coulent de source. Si on veut éviter d'autres pandémies, il faut sortir de l'agrobusiness, il faut sortir de l'élevage industriel, il faut arrêter la déforestation. Il faut une réforme urbaine de longue haleine qui déconstruit toutes ces mégapoles et qui construit des villes plus interconnectées avec des milieux naturels ou semi-naturels. Et puis, si on veut lutter contre les pandémies, il faut partout de l'eau propre. On nous dit tous les jours qu'il faut se laver les mains, mais il y a des millions de gens sur Terre qui n'ont pas un accès à une eau douce de qualité. Donc s'il faut qu'ils aient accès pour lutter contre la pandémie, il faut que l'eau soit utilisée dans leur intérêt, donc qu'elle soit publique, qu'elle ne cherche pas à irriguer des champs de maïs ou des champs de colza ou d'autres plantes agro-industrielles. De même, si on veut réinvestir si on veut constituer des systèmes de santé résilients, qui soient capables de faire face aux futures pandémies, à ces nouvelles épidémies de l'Anthropocène, il faut refinancer radicalement le secteur de la santé. Mais qui va payer? Il faut aller prendre l'argent là où il est. Il faut faire payer les actionnaires. Dans les pays du Sud, où il y a à peine un système de santé pour les plus pauvres, il faut annuler la dette. C'est la condition sine qua non pour essayer d'aider ces populations à se doter d'un système de santé correct. Et puis il y a le changement climatique lui-même. On sait que la fonte du permafrost, ou le pergélisol, comme on dit en français, aboutira fort probablement à libérer des virus anciens et des bactéries anciennes qui sont prisonnières là, et qui vont se répandre par le biais des ouvriers qui travaillent dans des mines dans ces régions. Donc il faut absolument respecter l'objectif fixé à Paris de 1,5 degré de réchauffement maximum. Bref, vous voyez la logique. Il s'agit de tirer sur ce fil de la santé, du prendre soin et du secteur de soins pour dévider l'ensemble de l'alternative anticapitaliste. Il s'agit de reformuler l'alternative écosocialiste en partant de ce point de vue-là, en partant de ce changement majeur qui est que les gens aujourd'hui tirent de la crise la conclusion qu'il faut donner une priorité beaucoup plus forte à la défense de la santé, au bien-être, au prendre soin, et qu'il faut pour ça mettre les moyens sur la table. Et cela représente, je pense,
un tournant, un tournant d'une importance stratégique. Parce que depuis des décennies, les écosocialistes sont confrontés au même problème, qui est que la lutte écologique, bien sûr, elle est sociale à long terme. Si le niveau des océans monte de 10 mètres, c'est une catastrophe sociale. Mais c'est dans longtemps, ça. C'est dans longtemps. Donc les priorités économiques et sociales immédiates apparaissent ou apparaissaient comme en contradiction avec la cause écologique. Et ici, avec ce changement, avec cette importance majeure du prendre soin, de la santé et du soin en général, les deux problématiques se superposent. Le social et l'écologique coïncident. Mener le combat social, c'est mener une lutte écologique. Lutter pour des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail dans le secteur des soins pour les infirmières, les infirmiers, les infirmières à domicile, les aides ménagères, les personnels des magasins d'alimentation, c'est un combat écologique. Et je pense que c'est ça, c'est ce tournant qu'il faut essayer de saisir et dont il faut voir l'opportunité. Alors, ça a des conséquences tout de suite. Il ne s'agit pas de se préparer pour un combat quand on sortira du confinement. C'est maintenant qu'il faut commencer cette lutte, en luttant contre tous les projets d'extension du capital. Par exemple, la 5G qu'on teste maintenant en Belgique dans toute une série de villes et qu'on le fait de façon totalement antidémocratique alors que les gens sont confinés. Et c'est maintenant qu'il faut commencer une bataille dans l'opinion, par exemple pour que la santé soit mise définitivement hors du marché, refinancée, que l'industrie pharmaceutique soit confisquée, qu'on s'attaque aux banques, etc. Voilà, je crois que vous pourrez imaginer les conclusions concrètes possibles de cette orientation. Je m'arrête là.